je suis très heureux d'être là parce que ça fait des années effectivement que je viens en Belgique par la maladie Lyme et j'avais fait l'honneur de nommer parrain de votre association. C'est vrai que j'étais sur les fonds baptismaux de l'association avec Sonia Boulanger qui est planquée quelque part au fond, je ne sais pas où elle est. Et par la partie flamande Inge Pierins qui est un travail fantastique. Malheureusement, j'ai appris que la partie flamande capotait un peu en ce moment, c'est triste, enfin je pense que ça va rebondir. En tout cas, voilà, c'était des années magnifiques, on avait beaucoup d'espoir, on avait beaucoup avancé, on va voir qu'avec le Covid, malheureusement, ça a beaucoup régressé, aussi bien en France qu'en Belgique, c'est un peu triste ce qui se passe en ce moment. Parce que moi, je me souviens à Paris ou en Belgique, au début, on réunissait des salles avec des centaines de personnes, il y avait des dizaines de médecins enthousiastes. Maintenant, tous les médecins étaient radiés, menacés, et les jeunes, on leur apprend que là, c'est une histoire de fou. C'est assez triste. Voilà, donc je vais faire une petite présentation. Je vais mettre là pour pas gêner l'écran. Donc, merci à tous, à toute l'association Club for Life et à tous ceux qui se battent et tous les représentants des malades qui, malheureusement, sont exclus de tous les organismes décisionnels. Comment? Il faut que je fasse plus comme ça? C'est pénible parce qu'il faut que je fasse tout le temps comme ça, comme Johnny, là, c'est pas. Je peux bien 2 heures de en l'air, voilà, j'ai repéré Sonia aller au fond, là, comme les mauvais élèves, elle se cache toujours au fond. Je suis content que ce soit revenu du Portugal. Donc voilà, je vais vous parler de la vérité sur la maladie Lyme chronique, ce que j'appelle les crypto-infections, c'est ces infections inapparentes. Parce que la borréliane n'est pas responsable de toutes les misères et toutes les maladies chroniques, et beaucoup d'autres bactéries, parasites, voire virus, qui peuvent être responsables. La suivante, je ne peux pas passer, je sais pas, voilà. Alors ça c'est la borrélia telle qu'elle était décrite au début, donc c'est comme un petit serpent, une bactérie spirale qui court très vite. Ça c'est la forme mobile, elle peut diffuser partout, très rapidement dans le cerveau, dans tous les organes. Et dès qu'elle est agressée par des conditions physiologiques qui ne lui plaisent pas, le système immunitaire ou l'antibiotique, elle va se mettre sous forme ronde, immobile. Elle va résister à beaucoup de choses parce qu'elle va éteindre les moteurs comme un sous-marin qui éteint les moteurs pour qu'elle soit repérée. Et puis elle va se réveiller quelquefois longtemps après pour redémarrer avec des formes mobiles. La suivante. Alors, souvent les médecins disent vous pensez avoir la maladie Lyme, bon, c'est une maladie exceptionnelle, c'est des bêtises inventées aux États-Unis. Est-ce que vous avez été piqué par une tique? Et les gens disent je m'en souviens pas. En fait, la dégagée, c'est pas là. Et il se trouve que 3 fois sur 4, il n'y a aucune trace aucun souvenir de piqûre de tique, parce qu'il y a des bébés tiques qui font quelques millimètres, si elles vous piquent dans les cheveux, dans le dos, etc., vous ne les voyez pas. Il n'y a pas que la forêt. Bien sûr, la forêt, c'est un endroit très aride, mais aussi les parcs, les jardins, les herbages, il suffit que les herbes soient un peu hautes et on peut être contaminé. La suivante. Donc, la piqûre de tique, c'est un cardécal, il y a été migrant, votre médecin vous dit, vous avez vu la tache rouge dans le coca, de centrifuge? Oh ben non, je n'ai pas le souvenir, bon ben dégagé, vous n'avez pas l'âme. Là, c'est encore une faute médicale, puisque dans la moitié des cas, cette tache n'apparaît pas. Donc il faut qu'elle apparaît, mais si elle est dans les cheveux, si elle n'est pas chaude, pareil dans le dos, si personne ne l'a constaté, vous ne la voyez pas. La suivante. Et pour... Moi, depuis le début, que ce soit dans mon livre La vérité sur la maladie de Lyme ou dans tous les articles et conférences, tout ce que je dis est prouvé par les publications scientifiques, donc on n'a jamais pu m'attaquer, à part dire que Perron, il délire, c'est un idiot. Jamais on m'a attaqué sur les arguments scientifiques. Parce qu'il y a encore ça traîne dans plein de recommandations. Si vous n'êtes pas sûr du piqûre de tique, c'est pareil, mais vous voyez ce que je dis, 16% des patients s'en souviennent, les enfants c'est 19%. Le suivant. Alors, cette hérité migrant, cette tache rouge, quelquefois les tiques, elles aiment bien piquer dans le nombril, elles sont chauds à l'abri. Cette personne-là avait été voir un grand professeur de médecine interne dermatologie à Paris, qui avait dit oh là là, c'est quoi cette tache? Beaucoup de médecins ne connaissent pas la maladie de Lyme, alors elle a dit que c'était une bêtise, qui n'existait pas. Elle a fait une biopsie. Et quand vous biopsiez des hérités migrants, très souvent vous avez des tableaux de lymphome cutané, c'est un cancer de la peau.
c'est pas des cancers, ça guérit sous antibiotiques, mais cette personne a eu des chimiothérapies pour cancer, a rechuté, c'est pour ça que j'avais récupéré, mais c'est du délire total, parce que les médecins ne connaissent pas cette maladie, la suivante. Et ça, c'est ce qu'on appelle lymphocytome border. Non, pardon, c'est un hérité migrant un petit peu en relief, qui est rare, la suivante. Voilà une autre forme. Alors, ce qui est important, ce qui est écrit en haut, c'est que si vous avez un hérité migrant, votre médecin est tenu, selon toutes les recommandations internationales qui ne sont pas contestées, de vous donner, même sans aucune trace biologique, 2 semaines d'antibiotiques. Et les médecins, pareil, qui ne connaissent pas de cette maladie, ils disent non, attendez, la maladie même, ça n'existe pas. Il faut d'abord faire un test diagnostic, on fait une prise de sang pour chercher les anticorps, ce qu'on appelle la sérologie. Et manque de bol à ce stade très précoce, la sérologie est le plus souvent négative, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire les anticorps. De toute façon, le test sérologique est mauvais, donc et donc le médecin va attendre 1 ou 2 semaines le résultat de l'examen pour dire, oui, j'avais raison, mais votre test est négatif, c'est pas même dégagé. Et très souvent, cette tâche peut disparaître toute seule après un certain temps. Mais après, la personne va développer des douleurs articulaires, des méningites, puis des paralysies des mois après, on ne fera pas de rapport. Donc, si votre médecin refuse, vous portez plainte au Conseil de l'ordre en disant c'est une faute médicale grave. Il faut renverser l'attaque. Il y en a marre de toujours se faire attaquer par des idiots qui connaissent rien. Je peux vous dire que quand vous attaquez un médecin pour faute, ils sont comme ça. Hein. La suivante. Alors ça c'est lymphocytome border, si vous croisez quelqu'un... Ouais, mais c'est tout le temps comme ça. Comme ça marche bien? Oh, je fais comme ça, c'est mieux pour moi. Vous savez, les micros, ça marche pas comme ça. Donc le lymphocytome border, si vous croisez quelqu'un dans la rue, dans le métro, qui a une boule rouge ou ça sur l'oreille, vous pouvez dire bonjour madame, bonjour monsieur, vous avez une maladie de Lyme, il n'y a pas de diagnostic possible. Après, si c'est sur le scrotum, le mamelon, ça se voit moins facilement dans la rue. Et c'est pareil, si vous biopsiez ça, c'est très dangereux, c'est des diagnostics de cancer. Que les cancers, de toute façon, en grande partie, sont infectieux. La suivante. Alors, vous voyez, ça, si j'ai un enfant qui avait été piqué entre les cuisses, c'était un thème en forme de papillon. Hein. La suivante. Je ne sais pas s'il faut. On ne peut pas éteindre les lumières pour les photos, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si vous voyez là, parce qu'avec la lumière, des très grands anneaux sur le dos. Ça, c'est ce qu'on appelle les érythèmes migrants secondaires, qui peuvent apparaître, parce que l'érythème migrant initial peut disparaître, et puis après la bactérie dissémine, on peut faire des érythèmes migrants multiples. La suivante. Une maladie extrêmement fréquente dans la population, c'est la paralysie faciale dite affrigorée, c'est-à-dire qu'on fait une paralysie faciale bonjour. Alors, affrigorée, c'est quand les médecins ne comprennent pas d'où ça vient, ils disent c'est un coup de froid. C'est le nom grippe en latin, en anglais, c'est l'influenza, flu. L'influenza, c'est l'influenza di freddo, l'influence du froid. Quand on attrape la grippe, c'est un coup de froid. On attrape la paralysie faciale, c'est un coup de froid. Sauf que la plupart de ces paralysies faciales sont du soit borrelia, soit d'autres crypto-infections. Enfin, moi, je les traite toutes systématiquement par antibiotiques. Malheureusement, les médecins, les pédiatres, également, c'est pas infectieux, ils font rien, ils donnent un peu de cortisone. Et puis ça, heureusement, quelquefois ça régresse spontanément, mais quelquefois ça reste définitivement. Alors qu'on sait que, pour moi, c'est criminel de ne pas les traiter, parce qu'on sait que les tests diagnostiques de Lyme sont très mauvais. Et souvent, d'ailleurs, quand on s'intéresse aux signes cliniques que décrivent les malades, comme une paralysie faciale comme ça qui tombe du ciel, ils ont souvent mal à la tête, un peu de fièvre, et quand on fait une ponction lombaire, dans les formes très symptomatiques, là on trouve une méningite dite aseptique, c'est-à-dire que c'est une méningite soi-disant sans germe. La suivante. Et c'est pareil, si vous croisez quelqu'un qui a des gens dans cet état, ça ne peut pas être autre chose que Lyme. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Pick-Alzheimer. C'est le même monsieur Alzheimer qui a décrit l'exacerbation quand on dit j'ai un herpes, quand la maladie s'aggrave sous antibiotiques. C'est le même dermatologue qui avait décrit ça. Cette peau qui est fine, parcheminée, on voit les vaisseaux un peu avec des varicosités.
Et à l'époque où les microbiologistes faisaient encore des cultures de Borrelia, ce qui est devenu rarissime aujourd'hui, c'est trop fatigant. Les microbiologistes ne font plus de culture, ne font plus d'observation au microscope. Tout ce qui est manuel a disparu. Maintenant, c'est PCR, tout automatique dans une machine. Mais à l'époque, on faisait des vraies cultures où le microbiologiste se déplaçait au lit du malade. Pour cultiver le Borrelia, il faut que ce soit mis tout de suite en culture, dans un labo très spécialisé. On trouvait Borrelia dans 90% des cas. 90%, hein, parce que ça, je suis en Belgique aujourd'hui. Voilà, donc. Et pourtant, il y a beaucoup de gens à la campagne ou même en ville qui ont des gens comme ça, hein, très souvent. Donc on a appelé cette maladie, par analogie avec la syphilis, la grande simulatrice. Autrefois, la syphilis tertiaire qui faisait des ravages pouvait simuler toutes les maladies de la Terre, de tous les organes. C'est pour ça que moi, quand j'étais interne, jeune assistant, dans les années 70-80, on faisait des tests syphilitiques systématiques à tout entrant à l'hôpital, même s'il venait pour un corps au pied, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la syphilis tertiaire sans le savoir. Le test était fiable, contrairement à rien. Donc après le début, ça peut durer des semaines, des mois, des années, ça peut toucher tous les organes, surtout fatigue, douleur, et simuler des maladies auto-immunes, donc c'est vraiment très très polymorphe. C'est pour ça que les médecins ils perdent leur latin, souvent. Donc ces nombreuses sortes cliniques, d'abord heureusement, ça nous sauve, malheureusement des victimes, il y en a ici qui ont des formes sévères. La plupart des gens contaminés vont faire, même s'ils ne sont pas soignés, vont faire des formes bénignes. Il y en a qui entraînent un peu, ont des douleurs de temps en temps, de la fatigue, ils disent bon, c'est l'âge, c'est le stress, ce qui est possible, mais il y en a qui vont guérir tout seuls. Où il y a des, à mon avis, dans la population, il y a l'immense majorité des gens sont porteurs de Borrelia. Pas forcément la Borrelia porphyrie, il y a d'autres Borrelia, puis il y a toutes les autres crypto-infections. C'est pas pour ça que les gens sont malades. Mais il y a des formes sévères, des handicaps. Bon, les formes rapidement mortelles sont exceptionnelles. Il y en a, hein. Il y a des gens qui sont piqués par un tic qui meurent pas très longtemps après d'une défaillance cardiaque gravissime ou d'une encéphalite fulgurante. Enfin bon, heureusement, c'est très rare. En revanche, c'est une maladie terrible parce qu'elle tue à petit feu. C'est des gens qui perdent toute leur énergie, qui ont des douleurs, tous les organes qui sont atteints les uns après les autres sur des années. Et à chaque fois, leur médecin les envoie balader en disant c'est dans votre tête. Donc c'est une cause importante de suicide. Alors je n'ai pas de chiffres précis, et je ne préfère pas donner des chiffres comme ça parce qu'ils ne sont pas très fiables. Et je me souviens quand on avait étudié ça avec un groupe en France, il y avait des publications qui commençaient à sortir aux États-Unis sur la maladie Lyme, qui est une cause très importante de suicide aux États-Unis. Suicide parce que les gens en ont ras-le-bol, ça fait depuis 15 ans qu'on les prend pour des fous. Ils ont perdu leur conjoint, leur boulot, leur médecin leur dit arrêtez de m'emmerder avec vos douleurs, ça n'existe pas, etc. Et il y en a qui craquent, et puis il y a plus elle est vraie déprimée du fait de la maladie. La suivante. Alors je parle maintenant souvent des crypto-infections, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'était Charles Nicolle qui dirigeait l'Institut Pasteur de Tunis, qui avait eu le prix Nobel en 1928 sur le typhus. Il avait écrit un livre remarquable, Destin des maladies infectieuses, que j'avais pu me procurer quand je travaillais à l'Institut Pasteur. Et ce livre avait bouleversé ma vision de la médecine. Alors il l'avait écrit, en fait c'était des conférences qu'il donnait au Collège de France, qu'il avait regroupées dans un livre. Et récemment, parce que comme c'est des éditions qui n'ont pas été rééditées, on trouve quelquefois d'occasion sur Amazon, j'ai découvert qu'on pouvait le télécharger sur Internet gratuitement. Il y a un site de l'Université du Québec. Donc, si vous cherchez sur Google, vous le trouvez. Et Charles Nicolle c'était un visionnaire, c'était dans les années 20-30, hein, il avait dit toutes les maladies chroniques, il n'était pas dit toutes, mais beaucoup, sont dues à des infections inapparentes. Certains ont appelé les infections froides, les infections silencieuses, des infections occultes, des infections cachées, etc. Donc Borrelia est vraiment un prototype. Il y a eu la syphilis à l'époque. On peut prendre l'exemple de l'ulcère d'estomac qui était psychosomatique, puis un jour on a découvert que c'était une bactérie, etc. Beaucoup de maladies comme ça.
La suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Willy Burgdorfer, qui était ce Suisse allemand qui était recruté par l'armée américaine pour manipuler les Borrelia après la guerre, avant d'être recruté par les Américains, il travaillait à Bâle, il avait été beaucoup en Afrique. Et à l'époque, on avait le droit de publier sur le Borrelia, ce n'était pas secret d'État couvert par la CIA, on pouvait publier librement dans les journaux médicaux. Il avait publié sur les Borrelia responsables de fièvre récurrente en Afrique de l'Est. En fièvre récurrente, on appelle ça relapsing fever en anglais, c'est des gens en Afrique ou en Asie qui font des pics de fièvre à 40 régulièrement. On ne sait pas trop d'où ça vient, ça ressemble à un paludisme. Et en fait, c'est dû à une Borrelia. Et il est un fervent admirateur de Charles Nicholl, et dans les années 50, vous pouvez trouver sur Internet des publications de Willy Burgdorfer qui parlent d'infections occultes. En anglais, c'était occult infection. Je n'aime pas trop ce terme d'infection occulte, ça fait un peu occultiste. Mais voilà. Alors, il a étudié la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, il a soi-disant découvert Borrelia burgdorferi qu'il a fabriqué. Elle n'a pas fabriqué les Borrelia, elle a juste un peu modifié, quoi. Il a travaillé sur Coxiella burnetii, responsable de la fièvre Q, qui était considérée comme une arme biologique au Conseil de la santé publique. On avait tous les listings de l'armée sur les armes biologiques potentielles, la fièvre Q était dedans. Alors peut-être qu'en Belgique, vous avez été atteint par les immenses épidémies de Coxiella burnetii en Hollande. Il y a pas si longtemps, les Hollandais ont fait des immenses fermes-usines pour le bétail, les bovins, les caprins, les ovins. Et la Hollande, c'est pas par hasard que c'est le pays des moulins, c'est très vanté. Et les spores de Coxiella peuvent voler sur des kilomètres. Et donc en aval du vent de ces fermes, il y a eu des milliers de cas de fièvre Q il y a quelques années, dont des atteintes cardiaques. Alors quand on lit le livre de Chris Luby dont je parlerai sur les archives secrètes de Burgdorfer qui ont été révélées, il a fabriqué de toutes pièces Rickettsia helvetica. J'avais appris au cours de mon parcours d'infectiologue qu'il y avait une bactérie Rickettsia helvetica. Pourquoi helvetica? Parce que Burgdorfer était suisse et qu'il a passé un an en année sabbatique alors qu'il travaillait déjà pour l'armée américaine aux États-Unis. Il était revenu en Suisse. Il a mélangé en fait des gènes de Rickettsia suisse, ça lui rappelait son pays natal, et des gènes de tiques de Borrelia des montagnes rocheuses. Et donc d'ailleurs dans ses carnets de recherche, il appelait ça l'agent suisse parce que Burgdorfer était germanophone de naissance. Mais quand il est arrivé aux États-Unis, il parlait couramment français, mais il ne parlait pas bien anglais, il écrivait souvent en français dans ses carnets. Après, il appelait ça le Swiss Agent, et ça a été baptisé après Rickettsia helvetica. Et là, il y a des publications de Didier Raoult et Willy Burgdorfer sur la description de Rickettsia helvetica. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous vous souvenez, la première épidémie de Lyme qui était décrite dans tous les journaux médicaux à la fin des années 70, on apprend dans le livre de Chris Luby qu'en fait, dans le sang des malades, il n'y avait pas que la Borrelia burgdorferi, il y avait la Rickettsia helvetica. Et celle-là, elle a été complètement escamotée dans les journaux médicaux, on n'en a pas parlé. On a mis le focus sur Borrelia burgdorferi, puis si ça se trouve, il y surtout qu'il y a aussi des épidémies de babésiose à l'époque. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est échappé avec les tiques de Plum Island, près de la ville de Lyme à l'époque, il y avait un mélange de germes et qu'on a focalisé sur la Borrelia de Lyme, mais il y avait sûrement d'autres choses. La suivante. Alors, il faut rendre hommage aux pionniers de ces histoires, parce que Paul Giraud, c'était l'assistant de Charles Nicholl à l'Institut Pasteur. Et il y a un Belge qui était un grand monsieur, qui était le professeur Jadin de l'Institut Prince Léopold d'Anvers, qui, quand j'ai discuté souvent avec Cécile Jadin, qui est médecin belge, maintenant elle travaille en Afrique du Sud, elle était souvent présente en Belgique et ailleurs pour défendre la cause du Lyme. Elle est super, Cécile, je ne l'ai pas vue depuis plusieurs années, mais elle me racontait les aventures de son père dans les anciennes colonies belges où il élevait plein d'animaux dans son garage pour faire des essais de laboratoire. Et il y avait des Français, Louis Meunier, qui avaient publié le lien possible entre des bactéries intracellulaires, des maladies neuropsychiatriques.
Et Giraud et Jardin, dans les années 80, avaient publié sur l'association de certaines maladies des protozoaires, sur des parasites, le rôle pathogène de bactéries intracellulaires. Ils avaient cité à l'époque Rickettsia. Et comme les Rickettsia étaient difficiles à diagnostiquer, on parlait de particules comme l'aspect de Rickettsia au microscope, chlamydia, et ils avaient fait des tests semi-quantitatifs de recherche d'anticorps. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune assistant, de voir une malade française qui revenait de Bruxelles avec des tests faits par Giraud et Jardin. Alors, il y avait des croix, parce que c'était semi-quantitatif, il y avait beaucoup de croix, c'était très positif. C'était beaucoup de croix, bon, c'était presque le cimetière. Et les professeurs français de l'époque rigolaient, c'était des bêtises, n'importe quoi. Et j'avais vu que les patients s'étaient améliorés avec les tétracyclines. Alors, à l'époque, je n'étais pas du tout plongé dans l'aide, c'est des souvenirs qui sont revenus après, de patients que j'avais vus quand j'étais tout jeune médecin, par la suivante. Donc ces crypto-infections, elles passent sous le radar des institutions des méthodes, elles peuvent un peu tout donner. Il faut saluer le Borrelia qui est une championne, car c'est la bactérie qui a le plus de gènes de fonction. Dans les bactéries, dans vos cellules, il y a des gènes de structure. Les gènes de structure, ils font que vous avez les yeux bleus ou les oreilles en pointe ou pas. Et puis il y a les gènes de fonction comment vos cellules vont s'adapter aux modifications de l'environnement, agressées par un antibiotique, par un changement de pH, par n'importe quoi. Et par exemple, le tréponème de la syphilis qui ressemble beaucoup à la Borrelia, il a peut-être 12, je ne sais plus le chiffre exact, hein. Il a peut-être 12 au maximum 20 gènes de fonction. La Borrelia, je peux en avoir plus de 120. Et c'est là que c'est une bactérie un peu diabolique qui, comme je vous disais, peut changer de forme, échapper au système immunitaire. Quand le système immunitaire l'a reconnu, elle ressort avec un autre antigène, comme fait le virus du sida ou certains parasites. Donc elle peut rester cachée des mois ou des années. Donc c'est des bestioles assez incroyables. En plus, on sait quand une Borrelia rentre dans une cellule humaine, les antigènes de la bactérie vont s'exprimer à la surface de la cellule humaine qui est contaminée. Donc le système immunitaire, les globules blancs qui passent par là, regarde ça, cette cellule, c'est une grosse bactérie, elle ne fait pas partie de l'organisme, vont l'attaquer et ça induit des phénomènes auto-immuns. Et malheureusement, pour des raisons politico-militaires, les tests de diagnostic FAD n'ont jamais été développés. La suivante. Alors ça, j'en parle dans mon livre sur l'Inde, j'en parlais pas beaucoup dans mes conférences, mais je reviens de ce livre. En plus, maintenant, il existe en format poche en français. Ce livre aussi, je l'avais lu il y a longtemps, mais il avait bouleversé ma vision de la médecine parce que c'est fantastique. Il remonte à l'histoire de la Terre et de l'univers avec les molécules qui s'organisent un beau jour en cellules, d'abord des cellules très primitives, puis il y a des végétaux, des animaux, les algues et les humains. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir que les spirochètes, ces bactéries spiralées, dans l'univers primitif, étaient les seules cellules mobiles. Les autres cellules, elles pouvaient bouger un petit peu, mais elles n'allaient pas très vite. Les spirochètes, ils pouvaient filer parce qu'ils avaient des flagelles. Comment nos spermatozoïdes aujourd'hui pouvaient courir très vite. Alors, il y avait des spirochètes très méchants qui rentraient dans les cellules qui les tuaient. Il y avait des spirochètes gentils qui restaient à la surface sans rien faire. Il y avait des spirochètes aussi qui rentraient à l'intérieur de la cellule mais qui ne la tuaient pas, qui en profitaient pour les papilles à coloration, le Treponema pallidum, qui est l'agent de la syphilis, donc qui était une maladie sexuellement transmissible. Alzheimer, c'est du bon sens, ça y est, parce que ces malades qui perdaient la mémoire, qui devenaient déments, avaient les mêmes symptômes que les syphilis tertiaires. Je suis sûr que ma maladie, c'est une bactérie, il faut que je la trouve. Je ne l'ai jamais trouvée parce qu'à l'époque, les microbiologistes n'avaient aucune formation. S'ils cherchaient dans le Borrelia, c'était impossible à cultiver à l'époque, on n'avait pas les techniques. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que si vous, sous le microscope, vous mettez le cerveau de quelqu'un qui est mort de la syphilis tertiaire, qu'on appelait autrefois la paralysie générale. Un côté où était le cerveau d'un Alzheimer, un côté le cerveau de quelqu'un qui est décédé d'une neuroborréliose avancée, c'est exactement les mêmes lésions microscope. C'est kiff-kiff, les mêmes faisceaux, etc., la même disposition. La suivante.
Alors le premier qui a parlé de ça, c'est Alain Magdalin, que j'ai connu il y a longtemps, je ne sais pas ce qu'il devient, parce qu'il était déjà retraité, je l'avais rencontré une fois à Oslo, qui était un anatomopathologiste américain. Alors c'est lui aussi qui avait dit que l'âme pouvait se transmettre de la mère à l'enfant. Et puis Judith Miklosi, qui est une femme remarquable d'origine hongroise, qui travaille, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, mais elle n'est pas toute jeune, mais encore elle me dit qu'elle suit encore des patients en Suisse, dans le Valais. Et ça a été confirmé récemment par une publication de 2016, par une équipe plus récente qui a confirmé tout ça. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une neurospirokétose, c'est des spiroquettes, des petites bactéries spiralées dans le cerveau. Ça remplit les critères du postulat de Helmé-Corr, c'est publié. Alors, les postulats de Corr, c'est. Corr avait dit, pour prouver qu'une maladie est due à un microbe, il faut certains critères. Ouais. Un peu simpliste, je pense qu'il faut que les maladies sont dues à plusieurs microbes, enfin, à l'époque, ça avait clarifié un peu la situation. C'est publié. On a trouvé des borrelia et des tréponèmes syphilitiques dans le cerveau. Parce qu'en fait, la plaque dentaire, les dents abîmées, sont bourrées de tréponèmes, les cousins du tréponème de la syphilis, qui sont beaucoup moins pathogènes, qui normalement ne donnent pas de maladie. Et tout le monde s'en fout, personne n'a parlé de ça avant. On les trouve dans le cerveau. Et j'avais entendu une fois, il y a quelques années, dans un congrès international, un stomatologiste de l'université anglaise, M. St. John Tree, qui était le doyen de sa faculté, qui présentait des résultats. Il trouvait Porphyromonas gingivalis, qui est un agent des gingivites et des périodontites, quand on a les dents abîmées. Il les trouvait dans le cerveau des Alzheimer. Et là, je me suis souvenu qu'il y avait des publications plus anciennes de santé publique qui faisaient le lien entre dents pourries et Alzheimer. Si vous avez les dents pourries, vous faites beaucoup plus facilement d'Alzheimer. La suivante. Et voilà, donc dans l'étude de Judith, 25% des Alzheimer avaient des borrelia dans le cerveau. Quand on dit que Lyme c'est rare, 80% des Français ou des Belges vont mourir avec un Alzheimer. C'est drôle pour une maladie rare. Tout ça c'est publié, alors je ne suis pas mis la référence là, mais alors quand on ne trouve pas borrelia, on trouve des tréponèmes syphilitiques avec plein de noms latins. Et on peut d'ailleurs avoir plusieurs bestioles dans la tête en même temps. Hein. La suivante. Alors là, récemment, j'ai regardé s'il y avait des choses plus récentes. Il y a comme 2 publications qui font le lien entre le Porphyromonas gingivalis et l'Alzheimer. Voilà, c'est tout ça, tout ce que je raconte, c'est publié. Quand j'avais parlé de ça aux infectiologues dans des congrès il y a déjà plus de 10 ans, et ils me rigolaient au nez en disant mais l'Alzheimer, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, c'est pas infectieux, ça se saurait depuis le temps. C'est affolant le blocage psychologique. C'est pas moi qui l'a inventé tout ça, donc je fais que relater des choses publiées, mais ça va contre les dogmes, et ça ne passe pas. La suivante. Alors, je ne vais pas faire toutes les maladies chroniques, mais juste pour vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de... Quand je parlais des arrêtés de migrants, des lymphocytes borréliens pris pour les cancers, il y a beaucoup de maladies. On a trouvé la bactérie responsable, et il y en a qui guérissent sous antibiotiques, alors pas tous. Hein. Puis l'histoire de Teleria, c'est assez amusant, parce que les tiques transmettent des bactéries, mais transmettent des parasites. Et dans les parasites, c'est ce qu'on appelle les pyroplastes. Alors, ça ressemble au palu. C'est un petit parasite unicellulaire qui se développe avec le globule rouge. Vous savez, le palu, quand vous faites un palu en Afrique, il éclate vos globules rouges, et c'est pour ça qu'il faut que vous pouvez mourir. Et là, c'est pareil, ça contamine les globules rouges, et normalement, ce qui est connu chez l'homme, c'est Babesia. Teleria est inconnu en médecine humaine. Hein. Pourtant, les vétérinaires connaissent très bien Teleria, qui est le cousin de Babesia. Il y en a beaucoup chez les chevaux, notamment chez pas mal d'animaux. Et j'avais lu que ça pouvait être responsable de lymphomes malins, et que si on met des Teleria sur des cellules in vitro, les cellules humaines, elles deviennent cancéreuses, on enlève Teleria, elles reviennent normales. Je ne dis pas que Teleria c'est la cause de tous les cancers, sûrement pas, mais c'est sûrement un facteur cancérigène possible.
Alors tout ça, ça m'avait intrigué. Puis un jour, Michel Franck, j'en parlerai après pour les publications, qui est un professeur de médecine vétérinaire de Lyon, hein, quelqu'un de remarquable. À sa retraite, c'est déjà pas mal d'années, il était passionné. Il a ouvert un laboratoire privé pour continuer à faire la biologie moléculaire des PCR. Il a développé des PCR sur beaucoup de crypto-infections. Puis un jour, on a fait ensemble des travaux qu'on a publiés, hein, officiels, déclarés. Ils ont accepté que ce soit un vétérinaire, que c'était déclaré, etc., dans un cadre officiel. Et un jour, il m'appelle, il m'a dit: tiens, Christian, moi, je me suis planté, je vais m'envoyer une malade pour le protocole. Il a fait le test. Il a dit: je me suis trompé, on a utilisé le kit cheval au lieu d'utiliser le kit humain. Il me dit: je trouve Téléria. Je me dis: tiens, c'est bingo, c'est génial. Tu devrais inclure Téléria dans ton kit humain. Et là, jackpot, c'est publié, je vous montrerai la référence après. Le premier parasite qu'on trouve chez l'homme, chez les Lyme chroniques, parce que bien sûr, quand on dit Lyme chronique, c'est pas que Lyme, ben, c'est Téléria. On l'a publié. Ça n'a pas froissé le sourcil d'un seul infectiologue en France ou dans le monde ou en Belgique. Ils s'en foutent complètement de n'importe quoi. Téléria, c'est pas connu chez l'homme, donc on s'en fout. C'est publié. Je suis sidéré. C'est quelquefois, j'ai beaucoup essayé de publier, alors j'ai réussi pas à publier, mais souvent on est refusé par les journaux, on va vous raconter n'importe quoi, parce que les journaux sont sous contrôle. Et ça m'est arrivé aussi dans des rapports scientifiques. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous recherchez ce que vous décrivez n'a jamais été décrit auparavant, c'est impossible. C'est la définition de la recherche. Et l'autre fois, j'avais vu le pauvre Michel Franck s'est fait accuser par une microbiologiste connue en France. Comment peut-il rechercher des germes animaux qui n'ont jamais été décrits chez l'homme? C'était criminel de rechercher ça. La Terre est plate. Comment on peut imaginer qu'elle soit ronde? En fait, c'est la suivante. En fait, le Lyme est en pleine expansion. Quand ils disent que c'est une maladie rare, c'est du pipeau. En plus, toutes ces statistiques sont basées sur la sérologie qui dépie 5% des gens, donc c'est bien plus que ce qu'on raconte. La suivante. Alors, il y a beaucoup de modifications dans l'environnement, et on sait qu'avec les pesticides, il y a des espèces entières d'animaux qui disparaissent petit à petit. Moi, ça doit faire, je ne sais pas, plus de 25 ans que j'ai une maison avec un grand jardin en région parisienne. Quand j'étais arrivé il y a 25 ans, il y avait des hérissons, des écureuils tout le temps. Les maisons, je faisais la queue quand je mettais une mangeoire pour venir manger. Maintenant, ça fait plusieurs années, je n'ai pas vu un hérisson, je n'ai pas vu un écureuil. Les oiseaux, quand je vois une mésange de temps en temps, je suis content. C'est affolant, et on s'en rend pas compte comme ça, mais petit à petit, toutes ces espèces disparaissent. Et malheureusement, sur les oiseaux, certains reptiles, c'est des prédateurs de tiques. Puis autrefois, les gens vivaient dans leur ferme avec des poules autour, et les poules, elles passent leur temps. Quand vous avez des poules, elles vous nettoient le terrain autour, elles mangent toutes les tiques. Le suivant. Alors, quand on dit oui, mais c'est encore sorti dans notre autorité de santé que le test diagnostic sérologique est parfait, c'est une imposture. Ça fait des années que je ne vais pas détailler toutes ces études. Plusieurs d'entre vous les connaissent par cœur. Et les références, je ne les ai pas mises là pour ne pas alourdir, mais il y en a plein. On sait très bien que ces sérologies ne sont pas bonnes. Et moi, j'étais tombé un jour par hasard, c'était une présentation d'un microbiologiste français qui avait montré que ça avait été calibré pour jamais diagnostiquer plus de 5% de gens dans une population donnée. C'est-à-dire qu'on a volontairement calibré la sérologie pour diagnostiquer le minimum de gens. C'est quand même criminel de faire ça, ça parle quoi. Pourtant, je le dénonce, je l'ai écrit depuis des années, mais ils s'en foutent. La suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Willy Burgdorfer, qui était ce Suisse-allemand au début, il est recruté par l'armée américaine. Après la guerre, il est enthousiaste, la guerre contre le communisme, etc. Il est à fond. Et puis après, en approchant de la retraite, il a été écœuré parce que quand il a vu que la bactérie s'était échappée du laboratoire à Plum Island, que ça contamine les Lyme, des milliers, puis après des centaines de milliers de cas, ils ont mis 10 ans à reconnaître que c'était une bactérie, que c'était dégueulasse, après ils ont vu, mais
Il y a un test diagnostic très fiable, qui n'était pas fiable du tout, donc c'est une maladie rare, et puis ça guérit au bout de 3 semaines, circuler, il n'a rien à voir. Il voyait tous ces gens qui souffraient de paralysie, il a été écœuré, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il était tout seul, il était menacé. Je sais que j'avais rencontré un de ses copains allemands. Quand je l'avais rencontré, il voulait que je rencontre Burgdorfer. J'ai rencontré cet ami allemand par hasard à un congrès sur Lyme en Allemagne. Il m'a dit, Burgdorfer, je suis sûr qu'il aimerait vous rencontrer, il a des tas de choses à dire, mais je suis embêté, ils viennent de lui couper son mail et son téléphone, parce que comme il commence à être âgé, ils ont peur qu'il se lâche. Et malheureusement, il est mort quelques mois après. J'ai dit, c'est foutu. Et je trouvais ça dommage parce que dans le film Under Our Skin, qui date de 2007, que vous pouvez trouver sur YouTube, même si vous ne parlez pas anglais, il y a des versions sous-titrées. Burgdorfer, on sait que c'était le gars qui a fait l'interview, je raconte dans mon livre, c'était acrobatique parce qu'il avait interdiction par le NIH d'interviewer les experts de Lyme. C'était secret de défense, interdiction. Il a bravé l'interdiction, il est allé trouver Burgdorfer dans sa maison de retraite dans le Montana. Il était suivi par le NIH. Et le journaliste raconte qu'il y avait un haut dignitaire du NIH, je ne sais pas si c'était Anthony Fauci ou un de ses sbires, qui est resté présent dans la pièce pendant l'interview en disant je reste là parce que Willy n'a pas le droit de tout vous dire. Tout ça, je l'ai écrit, c'est public, le journaliste a tout raconté. Et Burgdorfer, comme vous le voyez, il parlait des anciennes recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses qui ont fait la loi dans le monde entier, qui sont imposées à toute l'Europe. Il a dit c'est une affaire honteuse. Lui qui avait découvert la bactérie, soi-disant découvert la bactérie. La raison est politique. Il avait posé des militaires à l'époque. L'argent, depuis 30 ans, ceux qui produisent toujours la même chose, c'est-à-dire rien. Parce que les pourris qui ont fait toutes ces recommandations se sont mis plein les poches avec les brevets sur les tests. Et la technique de sérologie même d'être mis de fond en compte par des gens qui n'écrivent pas les résultats avant d'avoir fait les recherches. C'est pas le complotiste Perrin qui dit ça, c'est Willy Burgdorfer lui-même. Vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez l'écouter. J'ai pas eu d'illusion. Voilà, la suivante. Alors le problème c'est que déjà sur Borrelia burgdorferi, ça dépiste pas grand monde. Ça dépiste bien évidemment pas toutes les autres espèces de Borrelia. Alors, il y a une petite, elle est plus nouvelle maintenant, elle était nouvelle à l'époque, Borrelia yamotoi, qui est un nom japonais, parce que les Japonais l'avaient trouvé il y a 20 ans chez les rongeurs. Et puis j'étais étonné parce qu'il y avait une publication française de l'Institut national de la recherche agronomique qui avait trouvé les Borrelia yamotoi dans la forêt des Ardennes. Alors je vous rassure que c'était des Ardennes françaises. Hein. Et les types ne traversent pas la frontière. Faut pas... Et je dis, c'est pas possible, les tigres en ont et pas les humains. Alors à Strasbourg, centre de référence, mais non, Miyamoto, c'est un truc de japonais, ça n'existe pas. Et avec Michel Franck, on a fait une publication, on a trouvé 45 cas sur juste une étude sur quelques centaines de patients en France, par PCR. Évidemment, cette étude, personne n'en a parlé, ils s'en foutent. Et puis officiellement à Strasbourg, il avait Borrelia Miyamoto, de toute façon, c'est pas un problème, ça fait une sérologie croisée avec le Burgdorferi, donc si vous faites un sérologie là, vous pouvez les dépister. Donc on a prouvé dans notre étude qu'à part 2-3 cas, la sérologie est toujours négative. Et puis il y a plein d'autres bactéries, de parasites, j'en ai parlé, des champignons, la suivante. Alors, développer des nouvelles techniques de diagnostic, mais il y a la PCR qui est une super technique, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas le faire en population générale, en dépistage chez les gens qui n'ont pas de symptômes, parce qu'il y a toujours un pourcentage de faux positifs. Ils ne sont pas gênés dans le Covid de faire des PCR à tout le monde pour qu'ils créent des fausses épidémies, parce que l'épidémie de Covid a existé, mais elle a été amplifiée par des tests PCR bidons qui ont été faits à dessein, beaucoup trop amplifiés, donc les 2e, 3e, 4e, 5e vagues. C'était des cas positifs chez des gens en parfaite santé, il faut le savoir. Alors, c'est publié, c'est prouvé, donc même si on ne raconte pas à TF1 ou sur la RTBF. Hein. Alors, le séquençage à haut débit, ça pourrait être très intéressant. C'est des techniques de détection de génome qui peuvent amplifier n'importe quel petit bout de génome dans une tête. Enfin, je prends un cheveu d'une gueule, puis je le mets dans l'appareil.
Et malheureusement, je vais trouver peut-être des centaines de microbes. Parce que l'Igor, c'est pas trop aller avoir, il y a plein de microbes partout. S'il y a une plante verte dans la pièce, je vais peut-être choper la bactérie de la plante verte. C'est tellement sensible que ça, moi je l'ai fait, je m'étais amusé à le faire avec un labo qui avait accepté. On trouve des listes de microbes qui n'ont aucun intérêt. Donc il faut, je pense que c'est une technique qui pourrait être prometteuse, mais il faut l'associer avec des informaticiens de très haut niveau qui savent exploiter les données, éliminer tout ce qui n'est pas pertinent, parce que si on met la barre trop haute, on a toutes les bactéries de la création, si on la met trop basse, on risque de louper celle qu'on cherche. Donc, bon, malheureusement, c'est des techniques qui coûtent cher. Il n'y a eu aucun support financier pour avancer. J'ai fait une étude avec un laboratoire en France, américain, qui avait accepté de financer. On avait fait ces quelques dizaines de patients. Chez tout le monde, on avait trouvé le Propionibacterium acnes. Alors peut-être que j'ai peut-être une réaction idiote, je dis Propionibacterium acnes qui donne l'acné. C'est une bactérie qu'on trouve sur la peau de presque tout le monde. Je dis, ça peut être une contamination de l'aiguille pendant la prise de sang. Et si ça se trouve, peut-être que le Propionibacterium acnes est plutôt responsable de trucs. D'autant qu'il y a une étude suédoise sur la sciatique. Ils ont trouvé aussi du Propionibacterium acnes chez tous les malades atteints de sciatique dans le disque vertébral. Je ne dis pas que c'est forcément Propionibacterium acnes qui est la cause, mais normalement, les scientifiques qui voient tout ça vont dire, oh là, on va arriver à les meilleurs spécialistes du séquençage, on va progresser, que dalle. Alors, heureusement, les labos vétérinaires sont plus avancés, mais ils ont été persécutés en France quand ils faisaient des tests pour les humains, c'était terrible. Peut-être que certains continuent à le faire de façon clandestine, mais avant, ils le faisaient un peu ouvertement. Alors, c'était la vache péronne, le cochon, je ne sais pas qui, mais bien sûr, les labos vétérinaires n'ont pas été empêtrés dans ces histoires politiques, militaires, étaient beaucoup plus libres pour travailler. Mais honnêtement, c'est exactement les mêmes techniques chez l'homme et chez l'animal, donc il n'y a pas de raison. La suivante. Alors, un exemple aussi, j'aimais beaucoup Muriel Pescier-Tossa, malheureusement, voilà, elle a pu quitter le groupe, je dirais, les activistes, parce qu'elle a été récupérée par le système. Je suis triste pour elle, enfin, une belle promotion aussi. Avec un médecin généraliste français, Philippe Raymond, qui était un type remarquable, qui a été radié par le Conseil de l'Ordre à vie récemment. Elle avait trouvé dans le sang des laimés des bartonelles. Alors, vous n'êtes pas familier avec ces termes latins, mais les bartonelles, c'est essentiellement la maladie des grippes du chat. Chez l'homme, Bartonella encellée, une autre espèce qu'on trouve dans une autre maladie. Et toutes les autres qu'elle a trouvées, on n'a jamais entendu parler chez l'homme. Elle n'était connue que chez l'animal. Je dis, ça y est, bingo, on trouve des nouvelles bactéries qu'on ne connaissait pas. C'était publié, Didier Raoult et co-signataires avaient confirmé la publication. Elle a fait les tests dans son labo. Publié dans Emerging Infectious Disease, qui est un très grand journal médical international. Ça date quand même de 2016, quand ils ont publié, assez longtemps publié le résultat qui est connu un peu avant. Et ça y est, ça va faire avancer les choses, des gens vont être quand même un peu estomaqués par ça, ça va intéresser tous les microbiologistes. Silence radio, ils s'en foutent totalement. Pourquoi chercher des bactéries animales? On n'a rien à faire chez l'homme. Voilà le raisonnement. La suivante. Alors là, je ne sais pas toutes mises, mais c'est les publications qu'on a faites récemment, de 2020, 2021, 2023. On a continué aussi avec un petit groupe. Mais maintenant, ça devient dur de faire des publications parce que les médecins généralistes qui nous aidaient ont été radiés, menacés, donc ils ne veulent plus trop suivre les malades. Comme Michel Franck est un peu isolé, le microbiologiste vétérinaire. Donc voilà, on a trouvé 43 cas de myelopathe en France, la plus grosse série mondiale, ça n'existe pas. On a fait des PCR en temps réel, on trouve plein de bestioles. La suivante. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de test de diagnostic conversion hystérique, dépression, dans la dépression de Lyme ou autour de Lyme, il y a deux types de dépression. La dépression organique, vous allez faire du camping dans les
des Ardennes, un bel été, vous êtes piqué, puis à la rentrée, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, puis fin septembre, vous êtes hospitalisé à l'hôpital de Mons pour une petite méningite, on dit c'est une méningite d'été, c'est un petit truc viral, ça guérit tout seul quelquefois. Puis après, vous allez sombrer dans une dépression. Là, c'est votre cerveau qui est envahi par Borrelia. Ça peut tout à fait guérir sous antibiotiques. Faites très attention dans ces cas-là, parce que le traitement va aggraver la dépression au début. Donc, être super prudent. Là, c'est avec le psychiatre, monter les antidépresseurs au début avant que ça guérisse. Et il y a la dépression peut-être beaucoup plus fréquente que la dépression réactionnelle. C'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, lutte, a perdu son conjoint, son boulot, tout le monde le traite de feignant, de simulateur, et les gens n'en peuvent plus, se jettent par la fenêtre. C'est horrible. Beaucoup de troubles psychotiques sont dus à ça. Il y a un vétérinaire qui n'est pas tout jeune maintenant, je ne sais pas s'il continue à travailler, mais il a fait souvent des conférences internationales. Je l'avais rencontré une fois ou deux, le professeur Braunschwert, c'est un nom allemand, mais il travaille en Caroline du Nord, c'est un vétérinaire. Et avec ses collègues, ils ont fait beaucoup de publications montrant que la première cause des troubles psychiatriques, un peu au sens large, c'est beaucoup moins les Borrelia que les Bartonella. Comme je vous disais qu'il y avait des Bartonella qui étaient animales, tout ça. En fait, les neurologues, ils s'en foutent, les psychiatres, ils s'en foutent. C'est pas de la science, c'est de la charlatanerie. Tout ça, c'est publié par des microbiologistes du plus haut niveau mondial, c'est quand même fou. Alors, le syndrome de Munchausen, les vrais Munchausen, c'est ceux qui s'autodétruisent, des fois qui s'inoculent du caca pour s'injecter des trucs dans le sang, dans les tissus, dans les organes génitaux. Bon, j'en ai vu dans toute ma carrière de plusieurs décennies, peut-être une vingtaine de cas, parce que ça existe, mais c'est très rare. Alors, tous les gens qui se plaignent, c'est des Munchausen qui veulent s'autodétruire, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est le Munchausen par procuration. On accuse les parents d'être responsables de la maladie de leur enfant. Heureusement, moi, j'ai pu en sortir quelques-uns des griffes du juge, du psychiatre. Il y a eu un gamin qui s'appelle Yannick Schein, qui habitait près de Lille, qui était complètement paraplégique et presque totalement tétraplégique. Il était suivi en psychiatrie, enfermé depuis des mois, il disait que c'était dans sa tête, que c'était la faute des parents, et j'avais réussi à le guérir. Alors, ça m'a fait plaisir parce qu'au début il voulait être cosmonaute, et puis un jour il m'a dit maintenant j'ai changé d'avis, je veux faire médecine. Donc je n'ai pas de ses nouvelles depuis 2-3 ans, mais il a fait médecine à Nice, et il m'a dit moi, je vais être professeur de maladies infectieuses pour que ça n'arrive pas aux autres. C'était gentil, c'est sympa. Et en plus, quand on voit tous ces juges un peu complices, ça alimente les réseaux pédocriminels. Moi, franchement, je sais que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. C'est terrible. La suivante. Donc, le problème, c'est que les malades ne sont pas soignés. On dit, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas eu d'études randomisées comme il faut pour prouver, mais ils se foutent de ma gueule, parce que les études randomisées, ça fait des années que j'ai demandé à en faire, j'ai demandé des financements, et la réponse à chaque fois, on ne donne pas d'argent pour une maladie qui n'existe pas. Combien de fois j'ai vu ça écrit, hein? Une maladie imaginaire. Parce qu'il faudrait être traité au minimum 4 mois. Alors en plus, là, j'ai eu un coup de déprime là, tout récent, donc c'était parce que Macron, qui veut qu'il donne 20 milliards encore à l'Ukraine, c'est pas de la rigolade. Il a dit non, l'INSERM, vous dépensez trop d'argent en recherche pour faire des économies. Et qu'a fait le conseil d'administration de l'INSERM? Le LEMS n'existe pas, on supprime tout. Alors que moi, quand j'étais à la tête des commissions, on avait obtenu d'avoir, je ne sais plus les sommes, c'était pas gigantesque, mais on avait obtenu des sommes pour faire de la recherche sur l'air. Malheureusement, cette recherche, au début, moi j'avais demandé à ce que ce soit contrôlé par les associations de malades, qu'ils puissent dire où on mettait l'argent. Bien évidemment, ils n'ont pas écouté. L'argent était donné à des infectiologues anti-Lyme, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Alors le coup de massue, début 2025, on supprime tout fonds de recherche sur Lyme. Et ça, c'est le progrès. La suivante. Alors, vous connaissez ça tous, les antibiotiques peuvent marcher, les antiparasitaires, les antifongiques, les antilépreux, les plantes, il y a plein de médicaments. Alors,
bien sûr, il n'y a pas de grande étude randomisée, mais une étude ouverte, moi j'ai publié une étude ouverte, je ne sais plus si je suis dans la liste là, avec les antibiotiques, j'avais publié il y a longtemps sur 100 malades. Pratiquement tous, ou plus de 90%, s'étaient améliorés, avaient guéri avec des antibiotiques suffisamment prolongés. Ah oui, mais il n'y a pas de groupe placebo. Il faut être délirant pour dire ça. On a vu ça avec Fauci, l'hydroxychloroquine pour le Covid. Il n'y a pas besoin d'un placebo quand un médicament marche à plus de 80%. C'est du délire scientifique. Le placebo a été inventé quand un médicament ne marche pas très bien, parce que l'effet placebo, c'est à peu près 20%. Puis ça ne dure pas éternellement non plus. Et quand on a des taux de succès gigantesques sur 100 malades, ça y est, normalement l'affaire est pliée. Dans les années 60, on a accepté un nouveau médicament, il n'y a pas besoin de tirer au sort contre un placebo. Ça, c'est difficile. Et les co-infections, notamment parasitaires, c'est dénié par les centres de référence. Non, ça n'existe pas, c'est rare ici. Parce qu'ils ne veulent pas parler de la suivante. Alors, les plantes, il y en a bien plus que ce que j'ai marqué. J'ai marqué que celles qui ont été étudiées et publiées. Comme ça, je ne suis pas attaqué, mais il y a plein d'autres plantes qui marchent. Donc, il y a la propolis des abeilles, le ginkgo biloba, les pépins de pamplemousse, avec une publication de Fer Borson en Norvège. Ça remonte à 2007, hein, les publications, la suivante. Alors ça, c'était Zhang. Zhang, c'est un Chinois, il est né en Chine populaire. Il avait immigré aux États-Unis, il était professeur de microbiologie au Johns Hopkins Hospital de Baltimore. Je l'ai rencontré plusieurs fois. On l'avait invité quand j'avais organisé un congrès à Dublin, il était venu en France, on l'avait invité à Montpellier. Il avait sympathisé, c'est un type génial avec son équipe. Il a étudié l'efficacité de plein de plantes sur Borrelia. Et quand je l'ai recontacté il y a 2 ans, pour le réinviter, il m'a dit non, mais j'ai quitté les États-Unis, il est retourné en Chine. Parce que je pense qu'il a été menacé au Johns Hopkins, qui était le fief un peu des anticomplotistes aux États-Unis. Et malheureusement, il m'a dit j'ai laissé tomber un peu ses recherches et je suis retourné en Chine. Bon, maintenant, pour retourner dans la terre de liberté, il faut aller en Chine. C'est pas je trouve génial là plus, mais bon, c'est un peu triste. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il a étudiées in vitro. La suivante. Alors, cette maladie de Lyme, la forme chronique est démontrée. Que bien sûr, après 3 semaines d'antibiotiques, les signes peuvent persister. Chez l'animal, il y a 7 références scientifiques. J'avais fait cette diapo il y a 2-3 ans, je ne sais pas, il y en a peut-être des nouvelles depuis, je n'ai pas vérifié, et qui montrent que ça peut persister chez l'animal après plusieurs mois d'antibiotiques. Et chez l'homme, il y a 14 références scientifiques qui montrent qu'on peut retrouver Borrelia après des traitements très prolongés. Et pourtant, les officiels, les experts de plateau continuent à vous dire il n'y a aucune preuve que la bactérie persiste. Je ne sais pas, j'invite les baffer, c'est pas possible de nier la science tous les jours. Comme ça, on l'a vu tout le monde. Quand les gens n'y comprennent rien, ils acceptent, les journalistes non plus, ils acceptent tout ça. La suivante. Alors, malheureusement, moi j'ai essayé de guérir tout le monde, je ne suis pas arrivé, j'ai eu des échecs, comme tous les médecins. Parce que dans ces maladies chroniques, c'est très complexe, même si c'est une Borrelia, même si c'est une Babesia ou autre chose. Quelquefois, on va taper juste sur le microbe et les gens vont guérir. Je dirais dans 20% des cas, ils sont très contents. Au bout de 3 mois, ils n'ont plus aucun symptôme, alors qu'ils étaient malades depuis 15 ans. Mais c'est la minorité quand même. Alors beaucoup vont s'améliorer avec les traitements, mais ils vont chuter, ça ne va pas être ça. On découvre qu'en bien sûr, il y a des facteurs génétiques, il y a des gens qui résistent plus ou moins bien par leur construction génétique. Il y a le stress, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer. Moi, j'ai connu des gens, tant qu'ils ont un stress permanent horrible, ils n'ont jamais guéri. Moi, j'ai connu des femmes battues, mon mari était alcoolique, leur tapait dessus tous les jours. Mais moi, je ne peux pas quitter mon mari, je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas d'argent. Sinon, je suis à la rue SDF. Comment je fais? Il y en a certaines qui ont réussi à quitter leur mari, être aidées par d'autres personnes. Presque en quelques semaines, quelques mois, elles guérissaient. Donc, on voit qu'un stress permanent
empêche de guérir les traumatismes psychiques, les violences conjugales, les violences sexuelles dans l'enfance. Je ne dis pas que tous les lives c'était des personnes violées, mais j'en ai connu qui m'ont parlé, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs. Hein. Quelquefois avec des amnésies post-traumatiques. Moi j'étais impressionné il n'y a pas longtemps, c'était une de mes plus anciennes malades, j'avais beaucoup de mal à soigner, elle était paralysée au début, bon, elle marchait comme un déambulateur, mais elle n'était pas guérie, elle traînait depuis des années. Un jour elle m'appelle, Monsieur Perrin, il faut que je vous voie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Elle a eu un tel choc qu'elle a voulu m'en parler. D'un seul coup, du jour au lendemain, son cerveau s'est éclairci, elle a revu le meilleur ami de son père, qui était son violeur tous les étés pendant plusieurs années. Elle avait complètement occulté. C'est les amnésies post-traumatiques. C'est une forme de protection du cerveau. Moi, je m'avais entendu parler, mais quand les gens me racontent ça, ou des messieurs qui étaient à la retraite qui nous disaient professeur, je vous fais confiance, je n'ai jamais parlé à ma femme, à mes enfants, et quand j'étais petit, j'étais enfant de cœur, le curé m'a sodomisé pendant 5 ans, et voilà qu'ils en parlent à plus de 60 ans. Heureusement, maintenant, les gens parlent plus facilement. Il faut savoir qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, hein, c'est colossal. Hein. Je ne dis pas que tous les lives, c'est ça, mais ça peut être un facteur favorisant. L'alimentation, il y a des gens qui arrêtent le gluten ou le caséum ou je ne sais pas quoi, le sucre surtout, qui est un plus grand poison sur la planète, et qui sentent beaucoup mieux, d'autres qui font des régimes, ça ne marche pas bien, il n'y a rien, mais il faut essayer. Si ça marche, tant mieux. Hein. Les métaux lourds, c'est pareil, je ne vais pas lancer tout le monde dans la piste des métaux lourds, en France c'est interdit de le faire. Les médecins qui s'occupent des métaux lourds, ils sont condamnés par le Conseil de l'Ordre. C'est pas trop pourquoi. Alors, il y a des dentistes qui arrachent toutes les amalgames dentaires, après ça provoque quoi des exacerbations, ça libère du plomb, du mercure. Et finalement, je n'ai pas trouvé tant de ça d'amélioration à long terme. Chez certains malades, on a été très améliorés, c'est vrai. Et souvent, ils se sont plus débarrassés de leur argent dans la poche que des métaux lourds, parce que ça coûte très cher. L'activité physique régulière, c'est fondamental. Et les rayonnements électromagnétiques, ben, j'y crois davantage qu'avant, parce qu'on voit qu'on nous a instruit que dans la médecine chimique, mais notre corps, c'est que des courants électriques. Et il y a beaucoup de gens électrosensibles parmi les AME, j'en ai vu. Puis les carences en vitamines, on a vu que c'était très évident au moment du Covid, que les gens carencés en vitamine D, en zinc, faisaient des Covid beaucoup plus graves que les autres. La suivante. Alors, il y a aussi des gens qui vont démarrer brutalement ou redémarrer des crypto-infections qui étaient un peu enterrées, qui avaient lieu à la suite d'un événement aigu. C'était un gros stress. Moi, j'avais des malades, ils étaient très très bien, ils avaient quasiment guéri, puis on peut perdre son conjoint dans un accident de voiture, ou un gros traumatisme, un licenciement, et dans les 15 jours, ils rechutent. Ça, c'est connu, ça fait chuter les défenses immunitaires, on a vu que la tuberculose, le cancer. Un vaccin, quand on accuse les vaccins d'être responsables de tous les maux de la Terre, non, le vaccin n'est pas responsable de la sclérose en plaques ou tout ça, ça c'est du délire, mais un vaccin peut être le stimulus déclenchant d'une maladie qui est en train de couver depuis longtemps, et un petit stimulus va faire déclencher une poussée, ça c'est tout à fait plausible, on l'a observé. Et puis des infections aiguës qui vont diminuer les défenses immunitaires. La plus connue, c'est la mononucléose infectieuse. C'est très dangereux d'embrasser quelqu'un sur la bouche parce que l'Epstein-Barr, quand vous faites la mononucléose infectieuse, quand vous êtes adolescent, c'est comme une chimiothérapie. Ça vous met l'immunité à 0 pendant quelques semaines. C'est pour ça qu'après, les gens ne s'en remettent jamais du baiser. Il y en a qui ont des maladies chroniques après. Donc surtout pas de baiser, c'est très dangereux. Bon, le cytomégalovirus, c'est pareil. Après le palu, la dengue, le chikungunya. Le petit dernier, c'est le Covid long. Le Covid long est plus fréquent chez des gens qui n'ont pas eu de traitement du Covid, déjà, qu'on a laissé traîner, bon, qui ont guéri de leur Covid aigu, mais ils sont comme des âmes en peine. Hein. Et quand on regarde les symptômes, c'est exactement les mêmes que le chronique. Fatigue, douleur, dépression, problème cardiaque, neurologique, etc. Et donc les médecins, parce que maintenant j'ai pris ma retraite, mais les médecins qui suivent les Covid longs, ça réagit un peu comme les lames avec des antibiotiques, de l'oxychloroquine, des vitamines, etc. La suivante. Alors ça c'est parce que ce sont nos collègues
de l'université de Gand qui ont travaillé, que c'est plutôt moi qui ai travaillé avec eux qu'avec moi, mais ils m'avaient invité. Alors il faut remercier Time for Life, notamment Inge, ici présente, qui ont aidé financièrement pour cette étude. Ses collègues de l'université de Gand voulaient évaluer le coût d'une chronique en Belgique, à la fois en Flandre et en Wallonie, par le questionnaire et tout ça. Et je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça montre que comme les gens, très souvent, dépensent des fortunes de leur poche parce qu'il faut payer des naturopathes, parce que votre médecin ne veut pas vous soigner, il faut payer des compléments alimentaires pas remboursés, il faut payer des tas de trucs qui ne sont pas reconnus par la sécurité sociale. Alors, on a mis 5 ans pour publier cet article. Vous imaginez. Pourtant, c'est des grands universitaires reconnus de l'université de Gand. À chaque fois, les relecteurs de l'article disaient pourquoi publier une étude sur le coût d'une maladie qui n'existe pas? C'était le niveau scientifique des commentaires. Et finalement, on a réussi à publier dans l'European Journal of Public Health, et j'étais très content parce que c'est un très bon journal international. Voilà. Et ça m'avait donné l'occasion de revoir Lisbeth Borgemans. Lisbeth Borgemans, c'est une femme remarquable qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles. Alors, en Belgique, vous avez des infirmiers qui deviennent professeurs, on n'a pas ça en France. Professeurs en soins paramédicaux, je ne sais pas le titre exact. Et Elisabeth, il y a quelques années, elle avait été enthousiaste, elle avait rencontré le milliardaire anglais qui avait fait fortune avec les téléphones cellulaires, qui a fait une fondation pour soigner le Lyme en Europe, etc. Et il avait contacté Elisabeth, moi j'avais été on était au téléphone avec la secrétaire de ce milliardaire qui voulait absolument qu'on crée un centre Lyme, soit en Belgique, soit en France, qu'il avait donné des sommes colossales. J'ai déjà les livres sterling tombaient du ciel, et puis finalement tout ça a capoté. Bon, on peut rêver de temps en temps, mais bon, comme ça. Parce que là, oui, après j'ai appris pourquoi ça a capoté, parce que ce monsieur millionnaire, Elisabeth avait été invitée à montrer des photos, il avait une immense propriété, l'hélicoptère sur la pelouse devant. Il lui manquait une chose, c'est qu'il n'était pas noble. Et donc il a été anobli en échange de son silence. Parce que lui, sa femme et toute sa famille avaient blague, et il était prêt à renverser la royauté britannique, et maintenant il est noble, donc il faut l'appeler sœur, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bon voilà. Donc voilà cette étude qui a été faite grâce aussi à Time for Life. La suivante. Alors, je vais terminer en parlant des recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Alors, quand j'étais encore aux commandes, président de commission, j'étais dans le groupe de travail. Officiellement, ça avait été reconnu en 2018, la qualité insuffisante des tests sérologiques. Il avait été défini, le SPPT, alors c'est un acronyme un peu compliqué, mais syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont un truc qu'on ne comprend pas bien, la sérologie est négative, on a éliminé notre maladie connue, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est un fourre-tout. Mais comme on fait dans la tuberculose ou d'autres maladies infectieuses, on essaye un traitement antibiotique d'épreuve à des diagnostics. C'est accepté pour certaines maladies comme la tuberculose. Et là, c'était accepté. Et comme les traitements, c'est 3 semaines, 1 mois, c'était dit qu'on pouvait faire un traitement d'épreuve pendant 1 mois, et si le malade s'améliorait, s'il avait besoin, on pouvait prolonger le traitement pendant une durée indéterminée, mais qu'on demandait la création de centres de référence clinique en France pour que les malades soient suivis et qu'on puisse évaluer l'efficacité de ces traitements prolongés, qu'on ne dise pas ben non, ça ne sert à rien, qu'on puisse voir s'ils guérissent au bout d'un certain temps. Et j'avais demandé aussi, c'est moi qui avais demandé la création de ces centres de référence, que le pilotage, le comité de pilotage inclut des associations des malades de Lyme et inclut des généralistes qui suivaient Lyme au quotidien, parce que les hospitaliers ne suivent pas Lyme, ils les envoient balader. Évidemment, le texte est sorti, tout ça, ils ont créé des centres de référence. À l'époque, j'étais encore en activité, c'est moi qui suivais le plus de Lyme en France, ils m'ont injecté en disant que j'étais trop impliqué, il y avait un conflit d'intérêt avec ma personne et que je ne pouvais plus suivre de Lyme. Et ils ont confié ça à des infectiologues anti-Lyme chroniques. Les malades ont été éjectés, et les médecins Lyme aussi.
Et pour moi, c'est un immense scandale, parce que moi qui connais le début du sida, je peux vous dire que les malades de VIH, ils étaient omniprésents partout. Il y a l'agence de la MRS en France, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida. Moi, j'ai été investigateur principal de plusieurs grands essais sur le sida. Quand on faisait un protocole, pour avoir l'acceptation de financement, il fallait passer devant les associations de malades. C'était un moment qui était difficile, parce qu'il y avait les 5 grandes associations avec des gars qui étaient eux-mêmes malades, avec le sida ou le VIH, très intelligents, qui épluchaient toutes les phrases du protocole. Ils exigeaient quelquefois des modifications. Et les malades étaient là, présents d'un bout à l'autre, et si on n'avait pas leur accord, il n'y avait pas de protocole, pas de financement. Et je dis, pourquoi les Lyme, ils n'ont pas le droit à tout ça? Ah ben non, les malades de Lyme, c'est des fous. Donc ils vont en psychiatrie, ils ne viennent pas nous emmerder. Là, je vous jure, c'est pas écrit dans les textes, mais c'est ça qu'ils pensent. Qu'on leur fait penser. La suivante. Alors, là aussi, j'ai eu un choc récemment, c'est sorti tout récemment, les nouvelles recommandations. On ne parle plus du SPPT. Ils reviennent à la définition américaine du PTLDS. Les gens qui ont eu Lyme, un Lyme prouvé, puis qui ont été traités, puis qui ont des signes au long cours. Alors maintenant, ça fait plus chic depuis le Covid, ils appellent ça le Lyme long, ça n'a rien changé au problème. Donc finalement, ça sous-entend que le Lyme était diagnostiqué, que 3 semaines d'entraînement antibiotique étaient suffisants, donc il n'y avait plus de persistance bactérienne. Donc on considère ces malades comme des gens qui, pour des raisons inconnues, psychiatriques, continuent à se plaindre pendant des mois et des années, mais on n'a plus le droit de dire que c'est une forme chronique. Le mot chronique est interdit. Et ils ont heureusement laissé le traitement antibiotique d'épreuve à visée diagnostic, mais il est réduit à 3 semaines. Et maintenant, si ça n'a pas marché, on n'a pas le droit de le prolonger. Sinon, les médecins risquent leur peau, ils en ont radié quelques-uns. Et ça, c'est honteux parce que quand vous traitez quelqu'un 3 semaines, qui a un bon Lyme sérieux, un peu ancien, très souvent, au bout de 3 semaines, ils sont bien pire qu'au début du traitement. Parce que l'exacerbation, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 3 semaines ou 3 mois. Donc moi, quand un malade est complètement écroulé au bout de 3 semaines, le docteur, je vais mourir, je dis, bah, c'est super nouvelle, c'est que ça marche, c'est génial. Mais n'importe quel médecin censé, entre guillemets, dit, bah, si ça aggrave, c'est la preuve que c'est pas infectieux, que les antibiotiques ne marchent pas. Le suivant. Alors, j'avais un petit peu d'espoir aussi. Le CDC d'Atlanta, c'est le centre de surveillance des maladies aux États-Unis. Il faut savoir, c'est une institution militaire. J'ai connu beaucoup de fonctionnaires du CDC dans les réunions internationales. Même les civils ont un statut militaire.